Bonjour, c'est Michael Desbarons de la Gazette de Rennes-le-Château. Je suis au Jardin de Marie à Rennes-le-Château précisément et je suis avec Eridan Dastor, ésotérique. Bonjour, cher ami. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de votre intérêt donc, de Rennes-le-Château, mais aussi de tout ce qui vous a précédé dans la symbolique et l'ésotérisme aussi, votre intérêt pour tous ces domaines, on va dire. Donc, il y a plusieurs années, je suis entré dans ma quête personnelle. On entend les trois coups de cloche qui tombent à propos. Du temps. Et cette quête personnelle, qui est une quête, on va dire, d'introspection, de travail, de symbolisme, etc., m'a mené, on va dire, à Rennes-le-Château, sur d'autres sites, où il y a quelques mystères à déceler et quelques symboles à déchiffrer. Alors, Rennes-le-Château, j'ai rencontré donc, des amis. Et je viens surtout pour rencontrer mes amis, faire un petit bout de chemin avec eux, essayer de comprendre ce qu'ils cherchent, y apporter peut-être ma petite pierre de temps en temps. J'ai quelques pratiques, on va dire en radiesthésie, en interprétation de symboles, etc. Et de temps en temps, je participe un peu aux discussions. Et je retourne dans mon Var pour faire mes propres recherches, mais je n'empiète pas sur le terrain de mes amis chercheurs. Je participe et ça me plaît beaucoup d'ailleurs. Oui, parce que vous dites que le Var est le miroir de l'autre. Oui, alors je l'ai souvent dit. Oui. Et j'ai proposé à de nombreux amis, donc Christian Pomer, Johan à la Gazette de Rennes-le-Château, Chris Darkis, etc., de créer un jumelage ésotérique entre ma région et cette région. Donc, quand on dit région, ça ne se limite pas à l'Aube, c'est le Razès en général, et puis dans le Var c'est pareil, hein. C'est la région provençale avec le Var à l'intérieur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances, ne serait-ce que par le relief, mais aussi par la quête. Parce qu'en fait, des fois, on cherche une clé à Rennes-le-Château, et en allant dans le Var, je trouve une petite clé. Donc, quand je reviens, j'apporte ma petite clé, et ainsi de suite. Et vous avez aussi l'association dans le Var, on va dire un petit peu cette association justement aussi. Mais, disons, moi, j'ai mis en place une association qui s'appelle Groupe Var Média. Et le but de cette association, c'est surtout la préservation de notre environnement, qui a tendance malheureusement à se détériorer, la préservation de notre patrimoine, que ce soit les sites archéologiques, historiques et naturels de notre région, ainsi que les traditions qui ont tendance aussi à disparaître. Donc, dans ces traditions, souvent, il y a des petits détails qui nous ramènent aussi sur notre chemin de quête, de recherche ésotérique. Sur Rennes-le-Château, vous aviez sorti le secret sacré. Alors, disons que c'est un projet, je ne savais pas quel titre donner, mais je vais d'abord sortir un livre sur Cotignac, que je vais appeler Cotignac, secret sacré. Et en trouvant ce titre, qui correspond tout à fait à Cotignac, qui est un mystère, on va dire, important à la dimension non seulement du Var, mais au niveau de la France, de l'Europe, parce que grâce à Cotignac, il y a eu la naissance de Louis XIV, c'est quand même quelque chose de très important. J'ai trouvé que le titre allait bien aussi sur la quête de Rennes, Rennes-le-Château, secret sacré. Par contre, je vais le faire d'une façon, si je sors ce roman qui est déjà prêt depuis très longtemps, c'est un roman qui est en partie autobiographique, parce que j'ai vécu des moments difficiles dans cette région du Qatar, où j'ai failli brûler d'ailleurs. J'étais dans un gîte qui a pris feu, etc. Et toutes mes notes, tout a disparu, mes disques durs, enfin tout est parti en fumée. Et je suis rené, j'ai pu renaître de mes cendres tel le phénix. Et ça m'a apporté en fait une certaine expérience où je suis allé plus loin. C'est-à-dire que cette mort symbolique, où j'ai tout perdu,
m'a permis de me remettre en question et de revoir Rennes-le-Château sous un autre angle. Et à ce moment-là, j'ai dit, il faut que je sorte quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui a été fait jusqu'à présent. Et je dis souvent à mes amis qui sont chercheurs, vous allez me tirer dessus, mais je vais faire sous une forme de roman pour justement éviter, surtout de vexer mes amis, parce que je ne pourrais pas, ce n'est pas du tout dans mon esprit. J'ai beaucoup de respect pour les chercheurs, et jamais de la vie je voudrais empiéter sur leur recherche qui est très sérieuse. Et la mienne n'est qu'une recherche, on va dire, partielle, éphémère, mais je pense qu'il y a toujours moyen d'ouvrir un petit chemin d'une façon romancée et peut-être que d'autres chercheurs se diront tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Votre impression lors de la première venue à Rennes-le-Château, c'était quand? On va dire c'était dans les années 95 à peu près, je suis tiré ça à ce moment-là. Parce que ma quête personnelle a commencé environ en 85, et ensuite elle s'est amplifiée, et bien sûr je me suis intéressé à Rennes-le-Château. Donc je dirais que c'est quelques années quand même après, donc je dirais à peu près 1995. Venir à Rennes-le-Château, c'est aussi développer une certaine ouverture d'esprit. Celui qui voyage, c'est comme, je veux dire, le Compostelle, quoi. Ce qui est important, c'est le chemin. Ce n'est pas toujours le but. Vivre Rennes-le-Château, c'est vivre aussi avec ceux qui cherchent, c'est discuter avec eux, c'est les rencontrer. Il y a un côté social qui, à mon avis, est très important. Et comme je l'ai toujours dit, ici à Rennes-le-Château, je suis ami avec tout le monde. Voilà, je ne ferai jamais partie d'un clan, jamais. Et j'espère que s'il y en a, donnez-vous la main. La quête, elle est personnelle, mais un travail de groupe serait peut-être plus efficace que de travailler seul dans son coin. Mais vous êtes beaucoup passé par les affaires templières, ce qui est lié aux Templiers aussi. Oui, effectivement. Disons, en 85, justement, je me rappelle du premier au dernier Templier de Jean Chambly, qui est sorti à ce moment-là. Et donc justement, on parle de toute cette résurgence templière qu'il y a à cette époque-là, précisément, parce qu'on sort de plusieurs périodes, mais la résurgence templière, va dire, commence dans les années 80 aussi. Tout à fait. Elle commence d'une façon, on va dire, progressive. Et aujourd'hui, il y a deux sujets, on va dire, qui intéressent aussi bien les hommes que les femmes. C'est les Templiers et Marie-Madeleine. Vous allez à la chapelle, ici, de Rennes-le-Château, vous avez autant d'hommes que de femmes. Et lorsque j'organise des conférences sur les Templiers dans le Var, je constate qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Alors qu'il est dit que les Templiers étaient entre hommes. Pourtant, c'est un sujet qui passionne, on va dire, tout le monde. Et ça, c'est important parce que l'homme, souvent, maîtrise, on va dire, cette quête. On voit à Rennes-le-Château, il y a 90% d'hommes à peu près qui font des recherches, il y a très très peu de femmes. Et moi j'ai toujours encouragé les femmes qui menaient des recherches sur le domaine des Templiers et bien sûr sur Marie-Madeleine, parce que qui est mieux placé pour parler d'une femme, c'est une femme. Ensuite, donc j'ai encouragé Chris Darkis dans son travail. J'ai encouragé une amie qui est dans le Var qui s'appelle Qui est sortie sur la Roseline aussi. Sylvie. Aussi. Sur la Sainte-Roseline. Oui, alors un travail dessus. Oui, alors j'ai fait un travail sur Sainte-Roseline et j'ai tardé à le sortir, ce livre, parce qu'il y avait des éléments nouveaux. Et en fait, comme nous sommes des trouveurs, ce que je dis, non pas des chercheurs, lorsqu'on trouve quelque chose, il y a un moment où il faut éditer pour transmettre, parce que le devoir, c'est de transmettre le message qui a été découvert. On le transmet d'une façon parfois discrète, parfois développée.
après, chacun fera sa quête pour approfondir le sujet. Donc j'ai fait des petits livrets qui correspondent à une conférence. Il y en a un qui va sortir sur Sainte-Roselyne. Et dedans, vous aurez des éléments nouveaux. J'ai même fait un rapport à la mairie. J'ai rencontré la mairie pour leur dire qu'il y a quelque chose de caché à Sainte-Roselyne. Et c'est dommage de le cacher, de le mettre en lumière. Effectivement, je vais démontrer, je vais montrer, j'ai des preuves qu'il y a des éléments qui sont cachés. Bon, c'est rien d'exceptionnel, hein, mais ça fait partie quand même de l'ensemble de cette chapelle. Alors j'ai sorti la même chose sur la Sainte-Baume. C'est le site sacré de la Sainte-Baume, hein, que vous trouvez à la librairie de Rennes-le-Château. Il y a des éléments nouveaux, c'est-à-dire que quand vous allez à la Sainte-Baume dans le Var, à la Sainte-Baume, il y a Marie-Madeleine, c'est vrai, mais il n'y a pas que Marie-Madeleine, et j'apporte la preuve qu'il y a une autre sainte qui est présente à la Sainte-Baume, qui n'est pas Marie-Madeleine. J'ai mis 10 ans pour le prouver, ça m'a pris du temps, je n'ai pas travaillé pendant 10 ans dessus, mais j'y revenais constamment, jusqu'au jour où j'ai eu la solution que je présente dans mon livret. Alors, ensuite, je parle bien sûr de du reliquaire où on voit cette fameuse barque et une momie qui est allongée. Pour moi, c'est ni Jésus ni Saint-Lazare. Et je donne mon avis sans affirmer, parce qu'on peut toujours se tromper. Mais je reprends la tradition provençale et je dis probablement c'est tel personnage parce que ça correspond peut-être à la tradition provençale. Ensuite, j'en ai sorti un sur Marie-Madeleine, sainte symbole. Il n'y a que du symbolisme lié à Marie-Madeleine, mais à un degré, on va dire, supérieur, parce qu'au premier degré, Marie-Madeleine est liée au chiffre 7. 7 démons, 7 élévations par jour, etc. Mais je prouve que Marie-Madeleine est liée au chiffre 8, que l'on retrouve dans le baptistère, pas le baptistère, à l'entrée de l'église de Saint-Sulpice. On retrouve l'octopus, le poulpe, les 8 branches. Le parapluie de la Bessonnière, c'est comme un livre, il suffit de l'ouvrir pour voir qu'il y a 8 nervures. Dans certaines églises, vous regardez au plafond, dans l'abside, vous avez 8 retombées d'ogives. Et ce chiffre 8 est l'intermédiaire entre le carré et le cercle, c'est la porte. C'est-à-dire que quand vous devez passer du matériel au spirituel, vous passez du carré au cercle. Et l'intermédiaire entre le carré et le cercle, c'est quoi? C'est l'octogone. Marie-Madeleine est présente au moment où Jésus est crucifié et au moment de la résurrection du Christ. Ces deux moments, ce sont des portes qui sont entre le monde matériel et le monde spirituel. Donc Marie-Madeleine, c'est le chiffre 8, c'est l'octogone. Et ça, je le prouve même par des éléments qui sont gravés dans la pierre. Voilà. Donc, c'est que du symbole. Je ne parle pas de la sainte, je parle du symbolisme qui tourne autour de Marie-Madeleine, et cela apporte des clés pour travailler dans d'autres domaines qui nous intéressent. Ensuite, j'ai fait donc un document, on en a parlé, sur les commanderies des Templiers du Var. C'était ma première conférence à Rennes-le-Château, à la demande de Christian Doumer quand il faisait ses conférences sur les collections. Et donc là, dans ce livre, il y a aussi des éléments nouveaux, puisque lorsque l'ordre a disparu, tout le monde s'est jeté sur le gâteau, aussi bien les cisterciens que leurs amis moines de divers ordres, la noblesse qui voulait récupérer ses terres, etc. Et ils ont dit, mais non, ça nous appartient. Nous l'avions prêté aux Templiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les belles endormies, c'est-à-dire des commanderies, qui sont dites non templières, mais qui sont probablement templières, et j'en emmène des éléments qui sont ce qu'ils sont. Il faudrait faire des fouilles archéologiques, mais ce sont des sujets tabous, et on a du mal à avoir des fouilles archéologiques de même templiers. Mais il y a des éléments cartographiques, etc., qui prouvent qu'à un moment donné, il y a un marqué templier ou commanderie. Alors qu'aujourd'hui, ces lieux ne sont pas du tout templiers. Donc ça, c'est un sujet intéressant.
Montfort-Templier, un autre sujet, parce que c'est un château assez mystérieux qui se trouve au cœur du Var, à Montfort-sur-Argence. Oui, vous avez fait un échiquier sur le Oui, alors j'ai fait un échiquier Gérard, parce que... Gérard Couette, Voilà, tout à était à fait. l'époque de Gérard sur Couette l'argent. était le propriétaire érudit, Voilà. on va dire, très érudit Oui. de ce château. Il n'avait pas acheté par hasard, hein. Qui a bien connu mon grand-père Guituel à l'époque. Il l'avait acheté pour le décoder. Et pour le décoder, Gérard Couette faisait venir le grand monde de l'ésotérisme, aussi bien des voyants que des radiesthésistes, que des magnétiseurs, enfin tout ce qui existait, on va dire, dans le domaine ésotérique, dans toute la région de la Provence, ont mis les pieds à Montfort à l'époque de Gérard Couette. Gérard Couette, il cherchait quelque chose, il avait besoin de rassembler ces éléments. Voilà. Et dans ce château, il y a eu tous les événements, tous les phénomènes paranormaux que l'on peut trouver dans une maison, dans un château, dans un site, ils ont tous eu lieu à Montfort-sur-Argence. Comme à Argénie. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que le problème, c'est qu'il n'est pas visitable. Et je pense que le jour où ce château sera visitable, il va dépasser de nombreux sites dont on parle aujourd'hui, hein, quand on prend les émissions enquêtes paranormales, etc., qui sont très très bien faites. Malheureusement, bon, ils citent des domaines où il y a des phénomènes paranormaux, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Montfort. C'est pourquoi Génie Dieu s'est inspiré de Montfort directement pour faire son livre L'Ordre Vert. Tout à fait. Alors, Vous avez rencontré Génie Dieu aussi. Alors, Génie Dieu, malheureusement, oui, on va dire que je n'ai pas eu la joie d'être son ami. Ça aurait pu se faire, mais malheureusement, il est décédé et voilà, ça aurait pu se faire. Et voilà. C'est vrai que bon, je l'ai connu, mais pas pour communiquer suffisamment avec lui, pas pour rentrer dans son cercle, etc. Alors qu'aujourd'hui, bon, avec le recul, bien sûr, j'ai retrouvé pas mal d'amis communs et la chose aurait pu se faire. Et c'est quelque chose que je regrette profondément, de ne pas avoir vécu avec Génie Dieu, ne serait-ce que quelques heures pour discuter sur un sujet ou un autre. Donc dans l'Ordre Vert, il donne des indices et Génie Dieu, son avantage, c'est qu'il écrit des romans, il a écrit des romans, et dans ces romans, lorsqu'un fait réel, il le met en aparté, l'auteur, effectivement, il témoigne, il y a eu ça et ça qui s'est passé dans le château. Voilà. Et ça c'est intéressant parce que c'est romancé, mais il y a des éléments réels. Et il y avait Roger Caron aussi qui s'intéresse à tout ça. Voilà, tout les à FARC. fait. Roger Caron, Et la le FARC, les Roscroix, etc. Il y avait toute une mouvance templière. Qui avait commencé avec Jacques Breuer en 52. Oui, franc-maçonnerie, néo-templière, aux Autrichiennes, enfin, oui. Tout le monde a mis les pieds. Voilà, à Montfort-sur-Argence. Après, bon, le jour où les portes ouvriront, dans ce château, je pense que ça va devenir quelque chose de très important. Autre chose, j'ai écrit sur le trésor de l'abbé Jean. Oui. Alors j'ai fait un petit clin d'œil à mes amis du Razès parce que le trésor de l'abbé Saunière jusqu'à présent était un trésor matériel et la quête est devenue aujourd'hui un peu plus spirituelle. Alors que le trésor de l'abbé Jean, c'est toute la connaissance de l'humanité au siècle de lumière qui a été gravée dans des colonnes en terre cuite. Il y a la colonne des mathématiques, de la géographie, de la géométrie, de la religion, etc. Et je pense que c'était comme une université et il était, je pense, l'instituteur et le bibliothécaire de Louis de Blacas, qui était ministre de Louis-Philippe. Et quand on sait que Louis de Blacas a financé les recherches de Champollion et qu'il avait des éléments qui dataient de 200 ans en arrière sur l'égyptologie, on peut dire que l'égyptologie, elle est née dans le Var. Et ça, j'en parle dans l'égyptologie provençale. Enfin, tous les petits bouquets, si vous voulez, ont un lien. Et on tire sur ces liens et on tombe sur leur petit bouquin et ainsi de suite. Et l'égyptologie, si vous voulez, elle est née dans le Var 200 ans avant Champollion. Et lorsque Champollion est venu,
On lui a donné des éléments, plus la pierre de Rosette, et ça lui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes, etc. Et le même Louis de Blacas a créé le musée de l'égyptologie au Louvre. Donc il y a plein d'éléments comme ça qui sont très intéressants. Les initiés de Memphis ont bien compris tout ça Oh, par rapport à certaines recherches. voilà, absolument. Moi j'ai reçu des groupes de francs-maçons, notamment du rite Memphis Misraïm, etc. Et je leur ai fait visiter des pyramides initiatiques qui datent d'avant la Révolution, donc d'avant l'égyptomanie qui a été engendrée par la conquête de Napoléon en Égypte. Donc on avait des précurseurs dans le Var, effectivement. Parce qu'avant c'était Memphis et Médrine. Et aujourd'hui vous avez une pyramide initiatique, on peut rentrer à l'intérieur, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel et c'est vrai qu'elle est très très peu connue. Alors j'ai deux livrets qui sont, on en a parlé brièvement tout à l'heure, donc il y a Cotignac, Secret Sacré. Là il y a des éléments nouveaux aussi sur Cotignac parce que c'est le seul endroit au monde où il y a eu autant d'apparitions de saints simultanément. Saint-Bernard de Clairvaux lié aux Templiers, Sainte-Catherine d'Alexandrie liée aussi indirectement aux Templiers, Saint-Michel qui est quand même le gardien de la chrétienté, la mère et l'enfant, et un peu plus loin Saint-Joseph. Voilà, donc c'est énorme. Et ces apparitions sont liées à la naissance de Louis XIV. Ça, ces faits sont connus, c'est factuel. Et ensuite, il y a d'autres découvertes donc que j'exposerai dans ce livre qui sont liées à cette affaire de Cotignac, ainsi que la présence cachée jusqu'à nos jours de Marie-Madeleine. Alors je le savais, je savais que Marie-Madeleine était présente à Cotignac, mais elle était cachée. C'est-à-dire que vous alliez voir le curé qui exerçait dans l'église, vous dites mais qu'est-ce qu'il y a en dessous Ah non, il n'y a rien. Alors qu'aujourd'hui, vu que le pape a, on va dire, officialisé Marie-Madeleine en tant qu'apôtre et qu'elle est reconnue, et lors du 500e anniversaire des apparitions de Cotignac, cette crypte a été entièrement refaite et aujourd'hui il y a marqué crypte de Marie-Madeleine. Et c'est surprenant parce que tous les saints sont apparus là-bas, sauf Marie-Madeleine, qui était cachée dans la terre, dans les sous-bassements. Voilà. Et ça, c'est une signification symbolique. Ouais. Marie est en haut, elle est visible de tous, elle est dans le blanc. Marie-Madeleine est en dessous, elle est dans le noir. Il y a un symbolique aussi intéressant, qu'on appelle du dualisme, mais qui est de la complémentarité en fait. Sur le chemin, Louis XIV, parce que pour remercier sa naissance, il est revenu quand il a été intronisé, donc il est revenu remercier sa naissance à Cotignac. Donc il a fait tout un périple dans le Var, et il a envoyé son médecin sur le chemin pour aller vérifier que les yeux de Sainte Roselyne étaient bien vivants. Alors que Sainte Roselyne avait été enterrée plus de 300 ans avant que Louis XIV ne passe. Parce que c'est de l'ordre de 1300 et des poussières, Sainte Roselyne. Et effectivement, il a vu qu'il y avait un œil vivant. Et je vais sortir donc un livre qui est déjà prêt, donc on l'a appris tout à l'heure, sur Sainte Roselyne Chapelle. Je parle de la Sainte et je parle aussi de la chapelle, avec quelques éléments nouveaux, qui sont ceux qu'ils sont. Mais il y a quelques liens avec notre quête, notamment vous avez un inversé, voilà, vous avez un tableau qui est inversé aussi. Voilà, donc il y a quelques petits éléments qui sont, on va dire, intéressants, avec des liens toujours avec la quête que nous menons ici à Rennes-le-Château et sur la région bien sûr du Razès. Comme vous avez fait un décodage aussi lié à Asmodée. Oui, alors Asmodée, j'en ai parlé dans un livret qui est le trésor de l'abbé Jean. Pourquoi? Parce que sur le trésor de l'abbé Jean, je montre la colonne des mathématiques. Et en cherchant, vous verrez que Asmodée est lié aux mathématiques. Parce que c'est comme chaque saint a ses attributs, mais chaque diable a aussi ses attributs. Et Asmodée, ses attributs, on va dire, c'est les mathématiques. Et sur cette colonne, vous allez voir 4 lettres qui sont ASMD, donc Asmodée, qui sont
bien visible. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire addition, soustraction, multiplication, division. Les 4 opérations fondamentales en mathématiques. Et SMD, et ça correspond à Asmodée. Voilà. Et en franc-maçonnerie, nous avons aussi, on va dire, à un moment donné, dans un degré de maîtrise, on va dire, il y a un moment donné où on prononce 4 mots, que je ne citerai pas ici parce qu'on ne peut pas dévoiler certains secrets franc-maçonniques, qui ne sont pas des secrets, que vous trouverez, voilà, que vous trouverez dans des livres. Et à un moment donné, il y a une exclamation qui se fait par le maître quand il rentre en loge. Et vous avez la lettre ASMD aussi qui apparaît à ce moment-là. Et au-dessus, vous avez le triangle avec l'œil divin qui vous regarde. Et on se dit, est-ce que Dieu est un mathématicien? Oui. Pourquoi pas? Un grand architecte. Avec son étui et ses outils. Tout à fait. Et d'ailleurs, on peut retrouver en miroir dans la peinture de Duchamp, ce fameux diable, un peu ce démon. Oui, effectivement. Qui était dans la Villa Béthérie avant, mais qui est parti. Il est plus là maintenant. Oui, alors Duchamp, bon, je l'ai étudié comme l'ont étudié mes amis chercheurs. Je ne suis pas un spécialiste de Duchamp, mais de mémoire. Il me semble bien qu'il avait des liens avec la franc-maçonnerie. Oui. Et dans ces représentations, il y a des petits indices comme ça. C'est vrai que ce diable, si on n'ouvre pas les yeux, il est dissimulé dans un bocage, dans de la verdure. Il n'est pas facile à voir. Il a sa signification. Je vais dire une signification dualiste ou complémentariste. Parce que il y a quelque chose de léger chez Duchamp. Vous voyez ces femmes qui sont là, qui sont bien, etc. Mais il y a le diable qui veille dans un coin. Et voilà, c'est comme quand vous allez dans un monastère. C'est très sobre le monastère. Vous allez dans le cloître, très sobre. Et puis dans un coin qui est un peu dans l'ombre caché, des fois vous avez une tête de chat cachée par là. La tête d'un autre animal, qui est un peu terrible, et qui rappelle qu'il faut toujours veiller. Une sorte de lion. Voilà, il faut toujours veiller, on va dire, à ne pas être contaminé par ses propres démons. Et ses propres démons, c'est quoi? C'est les défauts de l'homme. Nous avons tous des défauts. Et ces défauts, ils nous tiraillent de temps en temps. Et ça nous rappelle que, attention, tout va bien, on est bien, on est tranquille, mais voilà, il faut toujours être prudent. Il y a un lion avec un templier ou un chevalier à l'abbaye de cistercienne d'Heiligenkreuz en Autriche. Et c'est Lanz qui avait vu cette allégorie en fait, une sorte de bête, on va dire, avec le chevalier. C'est vrai que le lion est très très courant en héraldique. C'est le pouvoir, c'est la force, c'est le roi des animaux. Le chien, c'est la fidélité, etc. Bon, chaque animal a sa signification. Mais je vais rajouter quelque chose parce que le lion me fait penser à autre chose, en fait, quand vous en parlez. C'est que quand vous entrez dans le château de Montfort sur Argence, vous avez à droite un lion qui est sculpté, et malheureusement la tête a été abîmée. Et à gauche, vous avez l'agneau. Et ça correspond tout à fait à ce qu'on appelait la dualité des Templiers, pourquoi ils étaient deux sur un cheval, etc. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va jouer le rôle de moine, et l'autre qui va jouer le rôle de chevalier. Et quand vous rentrez dans cet espace, c'est comme quand vous rentrez dans le temple de Salomon, vous avez une colonne qui est masculine et l'autre qui est féminine. Et pour pouvoir rentrer, vous devez être en équilibre avec vous-même. Vous devez avoir cette dualité en harmonie en vous. Autrement, vous aurez du mal à franchir la porte. Et aujourd'hui, nous sommes dans un franchissement de porte, parce qu'on passe de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Et je connais beaucoup de personnes qui avaient un niveau ésotérique énorme, mais malgré tout,
ils ont aujourd'hui de grosses difficultés parce que ils ont du mal à passer cette porte et on se retrouve un peu dans une période très compliquée avec le Covid, avec des vaccins qu'on nous a imposés, des contraintes. Les actualités, bon, c'est pas toujours la joie. Alors que moi je dis aux jeunes, attention, jusque dans les années 80, en France, nous avons vécu dans la joie, dans la sécurité. Il y avait de l'emploi. Même si on gagnait peu d'argent, on vivait très bien. Voilà, donc, et notre devoir, c'est de transmettre aux jeunes qu'il ne faut pas croire ce qu'on nous montre aujourd'hui à la télévision, dans les magazines, etc. C'est la vérité. Parce que vous allez vous habituer à cela alors qu'il existait autre chose avant. Et ça, on a l'impression que nos politiciens veulent gommer tout ce qui a existé avant pour nous dire maintenant c'est comme ça. Voilà, il y a des déviances dans tous les domaines et aux jeunes d'aujourd'hui ça leur paraît normal alors que c'est anormal. Notre devoir c'est de leur dire non, ce n'est pas normal. Le chemin, ce n'est pas le bon chemin. En parlant des lions, je pensais aux 4 lions de... Ah, il y en a 2 4 lions. Il y a les 4 lions de la fontaine d'Elisabeth von Buren, qui est symbolique, hein, il y a quelque chose. Hein. Et je pense aux 4 lions de l'église de Frère-Rantoc, l'église du Graal de l'abbé Gillard. Oui. Et qui, l'abbé Gillard, vivait à peu près la même période que l'abbé Saunière. Donc est-ce que vous voyez un rapprochement, la symbolique du lion qui revient? Oui, il y a la symbolique du lion. Qui lui sert. Sardunos, parce que là c'est plus la tradition celtique aussi. Je pense que le lion a son rôle à jouer. Et souvent ils sont représentés par 4. Vous trouverez aussi 4 lions. Si vous allez au château d'Astros, qui est un domaine templier, qui est devenu hospitalier, avec un château du XVIIIe siècle aujourd'hui. Les 4 lions, parfois, gardent l'entrée, sont des gardiens. C'est un peu comme quand vous entrez dans une église, vous verrez qu'il y a souvent Saint-Michel et Jeanne d'Arc. C'est les seuls saints qui ont des armes et ils gardent l'entrée. Et il y en a un qui est masculin, qui est féminin. Donc on retrouve aussi là les colonnes de Salomon et on retrouve le lion et l'agneau dans tel château. Voilà, donc chacun est à sa place, mais dans l'église de Frère-Rantoc, je pense que le cerf a une place beaucoup plus importante que celle du lion, parce que le cerf, c'est la tradition, on va dire, antique. Celtique aussi. Celtique. Sardunos. Et bien avant, bien sûr, bien avant que n'existait la religion et l'héraldique. Le lion est devenu tardivement le roi des animaux. Il y a eu aussi l'ours dans certaines traditions. Le cerf a un très grand impact, pour moi, est plus dans la clé du mystère que le lion. Le lion a sa place. Attends, il va donner des indications qui sont peut-être des points cardinaux de la façon dont ils sont placés ou qui sont dans l'accueil aussi quand vous entrez quelque part. Donc ils ont leur importance. Mais le cerf, lui, il a une autre connotation, donc c'est la tradition lui, antérieure. Et entre les cornes du cerf, si vous regardez ce qui se passe à l'église de Frère-Rantoc, il faut zoomer. Hein. Bon, vous verrez que c'est lié à Saint-Hubert, etc. Oui, c'est voilà, exactement. À tel roi qui chassait, etc. C'est lié à ça. Mais Dieu, on peut le représenter de plusieurs façons. Et entre les cornes de ce cerf, il faut zoomer, et vous verrez de quelle façon ils ont représenté cette lumière qui est entre les cornes du cerf. Et sachant que c'est l'église du Graal, je pense qu'il y a une petite clé sur ce point-là. Oui, c'est vrai. Le parallèle, du coup, de la même époque, parce que vous voyez un miroir en quelque sorte de l'histoire peut-être, étrange entre l'abbé Gillard justement et Saunière.
Est-ce qu'il y aurait peut-être un rapport, mais d'espace-temps, quelque chose? Alors, il y a des chercheurs qui ont essayé de démontrer que Gillard était passé dans le Razès, et c'est fort possible. Hein. Donc, ce n'est pas dans mon domaine de recherche, parce que moi je reste, comme je vous dis, limité sur le Var, mais bien sûr je m'intéresse Bien sûr. à tout. Effectivement, donc il y a des liens. Il y a des liens parce que décorer d'une façon si intense leur chapelle, que ce soit en Bretagne, que ce soit ici dans le Razès, dans des endroits quand même assez retirés, des endroits sauvages, des endroits pas très fréquentés, on se pose un peu la question. Oui, pourquoi autant de décorum dans un endroit où il y a très peu de monde? Et aux mêmes époques. Voilà, à la même époque. Voilà. Donc c'est assez surprenant. Avoir fait tout ça, à mon avis, c'est pas pour rien. Hein, parce que la chapelle pouvait rester très humble ici. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Les gens seraient venus à la messe de la même façon. Et à mon avis, ça n'aurait pas changé grand-chose, on va dire, sur la religion locale. Ouais. Donc il y a d'autres significations qui sont probablement liées à des mouvances locales, à des appartenances à des sociétés locales, plus ou moins ésotériques. Peut-être lié au roi. Et cela, oui, On revient au Christ roi de Léon de Valdor. voilà, cela pourrait expliquer on va dire, le pourquoi de décoration aussi intense. Hein. Il n'y a pas nécessité de le faire. Hein. Les paysans ici n'avaient pas besoin d'avoir une église décorée de la façon dont ça a été fait par l'abbé Saunière et en Bretagne encore moins, parce que c'est en pleine forêt. Un petit village minuscule, pour le trouver, c'est pas évident. Vous la pensez pas dedans. On n'y passe pas toujours, hein, c'est pas sur un chemin de passage. Quoi, hein. Ici c'est pareil, il faut rentrer dans le Razès pour y aller. C'est pas sur l'axe Carcassonne-Narbonne, on va dire tiens on va s'arrêter à la chapelle. Quoi. Donc c'est vraiment surprenant effectivement. Les travaux de Paul Lecourt et Atlantis, c'est aussi des choses qui vous ont intéressé. Oui, effectivement. Donc la revue Atlantis, j'en ai eu quelques exemplaires entre les mains. Le logo de Poséidon. Et pour moi, c'est parfois une référence parce que je fais des recherches sur un sujet. Et de temps en temps, je vais sur Atlantis. J'y tiens, ils en parlaient à l'époque, mes prédécesseurs, pour lesquels Jacques Darès. Voilà, pour lesquels j'ai beaucoup de respect parce que ces gens-là m'ont ouvert le chemin. Pour la plupart du temps, je ne les connaissais pas, je les ai connus que très tardivement. Mais c'est extraordinaire hein, quand on voit le travail qu'ils ont fait, ils se réunissaient. C'était comme disait Génie Gueux, c'était le temps des copains. Voilà, ils étaient copains, il y avait une amitié, il n'y a pas besoin d'écrire un papier. Hein. Ils se serraient la main, ils avaient une parole d'honneur. Ça rappelle Charivari aussi avec Claude et Noël Jacquemart à l'époque. Dans les années 70, cette revue, il y avait Pégase, il y avait l'art d'Aquarius avec Denis Dréjus aussi, toute une époque. Pégase avec Michel Vallée, une époque qui a un peu disparu. Elle a un peu disparu. Alors moi j'ai toujours des liens avec, j'ai des liens toujours avec le Cairn. J'ai des liens avec Guy Tarade, que j'adore. Hein, et des fois on s'appelle rarement, trop rarement hélas. C'est un des derniers. Mais quel plaisir de l'époque des années 60, tous les ésotéristes. À l'époque de Powell, des Berger, des Brailleur, des Ambelin, cette époque-là. Qui Ambelin d'ailleurs aussi était présent dans la formation avec le Dieu Jésus. Guy Tarade, je prends Guy Tarade, à chaque fois que j'ai organisé une conférence, il m'a toujours envoyé des encouragements. Ouais. Il était content que quelqu'un prenne un peu le relais sur la région et en même temps, je veux dire, tu nous as ouvert le chemin, si on est là, c'est grâce à toi. Autrement, on ne serait pas là. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer ou des choses qui vous intéressent actuellement en développement ou de travaux à sortir? Oui, alors je pense que tous ces chemins ont des liens. Les chemins de la connaissance. Voilà, tous ces chemins ont des liens. Donc déjà, ce qui est important,
c'est le chercheur, si vous voulez, ne doit pas être avide. C'est-à-dire que celui qui va trouver le trésor ne se présentera à lui que s'il est prêt à le recevoir. Pour moi, ce n'est pas le chercheur qui va trouver qui est avide d'argent. Voilà. Donc déjà, il faut se détacher du côté matériel pour trouver le véritable trésor. Autrement, il ne trouvera jamais. Donc Et ça, les c'est 30 déjà une codes leçon que je peux de donner. Gisors, ils sont passés. Alors, oui, après, bon, vous avez des organisations. Oui. À l'époque, Gisors, bon, ça a été bien organisé. On va dire que c'est même une mission militarisée. Oui. On va dire mission Gisors. Hein, Avec voilà. Malraux. Voilà, on met les moyens, on met les camions. C'est juste on n'est pas les chars d'assaut, mais bon, on met les moyens. Voilà. Mais si un jour j'ai un ami dans le Razès qui me dit écoute, Eridan, j'ai trouvé quelque chose, c'est un trésor énorme. Des objets de culte, Ouais. des documents, quelques pièces peut-être. Ben, je dirais écoute, si tu as besoin de moyens, on va financer et je serai prêt, je serai là. Ça, c'est la solidarité qui doit exister entre les chercheurs. Et comme je le dis à de nombreux, moi je ne demande rien pour moi. Moi, mon grand plaisir, c'est de vivre avec vous votre aventure et ce que vous allez trouver et de voir ce que vous allez trouver. Mais si vous trouvez quelque chose, il faudra le préserver. C'est ça le problème. Alors tout ça, il y a des sujets sur lesquels nous pourrons écrire par la suite, parce que pour moi, ça c'est les bases. C'est les bases. Ensuite, ce sont les reliques sacrées que tout le monde cherche. Donc, vous avez la menorah, Oui. l'Arche d'Alliance, L'Arche d'Alliance, hein. la On Sainte, a cherché ici. voilà, la Sainte Lance, Ouais. le Graal. De Longinius. Et je pense que tout ce que l'on fait aujourd'hui, vous avez une petite pépite dans chaque œuvre qui fait référence, on va dire, à ces objets. On dit que l'Arche d'Alliance est passée dans notre région, dans le Var, parce qu'il y a certains témoignages, on a retrouvé des fresques. Sur cette fresque, j'ai des éléments qui sont assez sérieux et que je présenterai Ça rappelle l'île des dans Veilleurs. quelques années, oui, sur l'île des Veilleurs. Ouais. Oui, j'ai proposé moi, à mes amis Richard Buadès et Paul Amoros qui ont écrit la contre-enquête avec un ami qui est sur Marseille. Ils m'ont connu, mais ils avaient déjà édité leur bouquin parce que quelqu'un leur dit mais lui il possède quelque chose. Et quand ils sont venus me voir, je leur ai montré le document. Quand sur Arthurie. Oui, c'est l'église de Comte-sur-Artuby, la représentation de l'Arche d'Alliance et la table des peines de proposition. Donc maintenant ils savent où l'on peut trouver l'élément, parce que je leur ai montré, donc ils savent que ça existe, et bien sûr ils l'ont trouvé. Mais c'est pour dire que cette quête, elle est quasiment sans fin. À chaque fois, chacun va y ajouter son élément. Moi, j'ai ajouté mon petit élément et je leur avais dit, devant témoin, il y a au moins 15 ans, je leur ai dit, écoutez, il faut écrire complément d'enquête. La contre-enquête, c'est bien, vous avez fait un travail extraordinaire, mais maintenant, il y a encore des éléments qui sont sortis. Il est temps d'écrire la contre-enquête, le complément d'enquête, je veux dire. Donc j'en ai parlé, mais bon, je ne sais pas si ils le feront. J'ai laissé passer du temps parce que je ne voulais pas empiéter sur leur travail. Moi, je suis respectueux des recherches des autres. Mais je ne voulais pas sortir un document sur l'Arche d'Alliance, la table des peines de proposition, tous ces objets que l'on retrouve dans l'abside de l'église Sainte-Philomène à Comte-sur-Artuby, sans avoir leur accord, sans le faire avec eux. Je leur ai proposé, s'ils ne bougent pas, je leur ai dit, écoutez, il y a 10 ans, ça va faire 20 ans, maintenant il faut le sortir parce que mon devoir, c'est de transmettre. Bien sûr. Voilà, parce que ça va se perdre. Comme ça, on ne s'est pas oublié. Voilà, ça ne sera pas oublié, donc il faut transmettre. Il y a des choses que l'on peut transmettre à tout le monde, il y a des choses que l'on peut transmettre à mots cachés, c'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, ça existe, on ne va pas donner trop de pistes. Mais celui qui est initié, celui qui va travailler, trouvera. Comme Bigou avait peut-être. Il y a des choses que l'on ne peut pas transmettre.
va peut-être faire un code pour son église. Voilà. Et il y a des choses qu'on ne peut pas transmettre, mais il faudra quand même le transmettre. Et trouver le récipiendaire, c'est-à-dire le récipient qui est capable d'accueillir ce savoir qui va devenir de la connaissance. Il faut le trouver. Et ça, c'est très très difficile. Quand vous êtes en possession d'un élément qui est important, qui est sacré, qui est recherché, et que vous voulez le transmettre à quelqu'un, on va dire, être gardien de cela, je veux dire, franchement, c'est pas une bonne situation. Comment le transmettre? C'est ça le problème. En dehors des gardes de temps. Eh bien, merci beaucoup pour cette érudition et cette connaissance. On voit assez peu d'ailleurs. Et je vous remercie Eridan Dastor pour cette interview pour la Gazette de Rennes-le-Château. C'était un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir interviewé. Je suis effectivement assez discret. J'ai du respect, comme je le disais, pour tous ceux qui œuvrent. Souvent, ces gens-là sont critiqués. J'ai défendu souvent des orateurs, d'ailleurs d'ici, même du Razès, qui étaient critiqués par les uns et les autres. Et je leur dis, vous êtes dans votre fauteuil, vous critiquez, prenez le micro, et si vous en savez autant, allez-y, lancez-vous. Voilà. Merci Eridan. Merci.